Bonjour et bienvenue pour le retour du salon Haute Fidélité qui s'est déroulé le week-end dernier du 11 au 12 octobre 2025 à La Défense. Alors c'était un salon très sympa, agencé sur 2 étages, donc à dimension humaine. L'ambiance était cool, les locaux n'étaient pas saturés de monde, il y avait beaucoup d'exposants, il y avait même du casque, chouette. Mais ce fut avant tout l'occasion de faire de sympathiques rencontres. Bravo aux exposants et aux organisateurs. Alors, de mon côté, moi, je vais tenter de vous faire visiter à ma manière ce salon. Et puis la bonne nouvelle, c'est que j'ai même pu capter quelques extraits de mes différents coups de cœur. Alors des extraits vidéo, vous allez pouvoir écouter ça. Bon, malheureusement, pas tous. C'est bien dommage. Et puis pour les coups de peur, j'ai préféré éviter. C'est pas encore Halloween. Bientôt, remarque. Allez, c'est parti. Il est temps de commencer cette visite. Bon alors, juste avant de commencer cette visite, il faut que je pose certaines bases. Donc, en préambule, ce que j'aimerais déjà signaler, c'est que l'acoustique globale était réellement meilleure qu'au PAVS. Cela étant, j'ai tout de même remarqué que dans l'ensemble, la plupart des pièces avaient tendance à exciter légèrement l'aigu et à amplifier le grave. Bon voilà, maintenant que les bases sont posées, on peut commencer cette visite. On commence cette visite de salon avec le stand Yamaha qui présentait pas mal de nouveautés côté casque. Alors ça, je vous en parle tout de suite après. Puis là, pour le moment, je vais vous parler de ce qui était proposé à l'écoute. Donc c'était la paire d'enceintes Bibliothèque NS800 qui coûte, comme vous pouvez le voir sur le petit tableau, 4200 euros. Et puis elles étaient accompagnées de l'ampli tout intégré, RN2000, à 3700 euros. Euh, alors la mise en œuvre était assez sommaire, hein, comme vous pouvez le constater. Mais néanmoins, j'ai trouvé l'écoute très intéressante. J'ai remarqué beaucoup de lisibilité, de raffinement dans l'aigu. Par contre, le grave, pour moi, manquait de tenue, il était un petit peu brouillon. Mais ça, c'est quelque chose que je vais mettre sur le compte de la pièce, et puis évidemment du manque d'optimisation. C'est vraiment de très belles enceintes, même esthétiquement. Et pour être honnête, je trouve que ce petit combo par rapport à d'autres choses que j'ai entendues dans ce salon, et puis même en général dans différents auditoriums, je trouve que c'est des enceintes très intéressantes qui n'ont vraiment rien à envier à des systèmes bien plus onéreux. Donc moi, vraiment j'aime bien ces petites enceintes Yamaha. Ensuite, du côté du casque. Alors cette fois-ci, il y avait pas mal de nouveautés. Il y avait 3 nouveautés. Il y avait un nouvel ampli dont je n'ai plus la référence. Et puis il y avait le casque fermé, le C3000. Je vais pas m'attarder sur ce casque-là. Ça m'a pas vraiment plu. J'ai trouvé ça très fermé. Bref, je vais passer au YH4000 qui reprend l'esthétique de leur flagship. D'ailleurs, c'est un casque très haut de gamme, hein. C'est un casque qui va être vendu 2900 euros, donc c'est un prix assez conséquent. Et donc, il reprend l'esthétique du plus haut de gamme, le YH5000, tout en allégeant pardon, un petit peu le concept. Ils ont retravaillé la chambre acoustique avec d'autres matériaux. Ils ont revu le câble, qui est beaucoup moins qualitatif que celui qui équipe le modèle le plus haut de gamme. Et puis, selon le représentant de Yamaha, avec qui j'ai discuté, le tuning de ce casque serait un petit peu différent. Alors moi, je l'ai écouté associé à l'ampli DAC HAL7A. Effectivement, hein, c'est un nom qui relève du hiéroglyphe. Compliqué quand même, hein, les références. Et j'ai trouvé, moi, le casque vraiment super intéressant. L'écoute reste intimiste. Je pense que c'est la philosophie des casques Yamaha, au final, hein. Mais par contre, j'ai trouvé riche en timbre, assez dense. Et puis, à côté de ça, je trouvais que ça manquait pas de vie, en fait. J'ai trouvé ça très musical. Euh, donc c'est clairement une référence qui, pour moi, mérite d'être surveillée de près. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un casque que j'ai très envie d'écouter dans d'autres conditions. À présent, on se dirige vers le stand d'Inaudio, alors qui présentait les enceintes bibliothèques que vous pouvez apercevoir. Donc c'est les Contours Black Edition. C'est une paire qui coûte 7000 euros. La mise en œuvre était donc assez soignée. Il y avait un ampli intégré Passlab derrière les enceintes, l'Into 60, qui coûte quand même 11 000 euros. Et puis le tout était accompagné d'une source Matrix.
Alors là, vous pouvez voir un gros cap secteur, et ce gros cap secteur, c'est un AudioQuest Hurricane. Donc je pense que si tout le reste suit, le secteur devait être très très costaud. Pour ce qui est de la modulation HP, alors l'importateur, ou en tout cas le représentant qui était sur le stand, a longuement insisté et a longuement loué les qualités de ce câble Silent Wire, qui ressemblait à un Anaconda et qui ne doit pas être donné. Bon, en tout cas, d'après ce qu'il disait, il était exceptionnel. Oserais-je dire, même au niveau des tout meilleurs. Bon, bon, moi je suis pas un grand amateur de d'Inaudio, hein. Il faut que je sois honnête avec vous. Et puis de toute façon, cette écoute, moi, m'a pas fait changer d'avis. J'ai trouvé le rendu globalement propre, hein, parce que bon, tout était soigné, mais pour le prix, j'ai pas trouvé ça impressionnant. Et puis de toute façon, comme d'habitude, avec Dynaudio, moi je suis définitivement pas charmé par les timbres. Mais je pense que pour les amateurs, c'est une écoute qui peut réellement intéresser, qui peut même plaire. Mais j'en dirai pas plus. Allez, on se dirige vers un autre stand. Allez, on va faire une petite pause avec les écoutes et puis on va se diriger vers un espace figé, statique, un espace vinyle, où il y avait entre autres Mofi, Takumi et puis Rifo. Alors Rifo, moi, ça m'a totalement scotché. La qualité des platines était absolument dingue, surtout le nouveau prototype tout en métal. Alors malheureusement, je l'ai pas pris en photo, mais vous pouvez déjà voir le modèle sur sur marbre, on va le dire comme ça. Moi, je suis pas un grand connaisseur hein, du monde du vinyle, mais c'est vrai que par rapport à ce que j'ai l'habitude de croiser, que ce soit en salon ou en magasin, là, c'est clairement un autre monde, hein. C'est, pour moi, là, ça relève de l'artisanat. On sent qu'avec ces matériaux, chaque pièce est unique. Le soin apporté au développement et puis même simplement à la création de ces objets est assez hallucinant. Enfin, j'ai parlé un petit peu avec Monsieur Rifo et c'est vrai que c'est de l'artisanat. Il y a vraiment une âme qui se dégage de ces platines. Donc vous le comprendrez, j'ai été très charmé. D'une part par la rencontre et puis évidemment par ces platines qui sont à mon sens totalement uniques. Pas loin de cet espace vinyle, en open space toujours, donc en démo figée, simplement visuel, il y avait l'importateur d'Eversolo entre autres qui présentait certaines nouveautés, dont le streamer T8. Alors moi c'est un appareil que j'attends particulièrement, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai pu le voir, donc pas l'écouter, mais c'est vrai que visuellement je trouve que déjà il tranche avec le design des autres streamers Eversolo. Celui-ci a une particularité, c'est qu'il n'intègre pas de DAC interne, contrairement au DMPA 6, DMPA 8 et DMPA 10. Mais là le focus est fait sur la qualité du transport. Il y a tout plein de fonctions, de fonctionnalités. Point intéressant, c'est que les dimensions restent relativement ramassées et puis esthétiquement, il y a vraiment un effort qui a été fait sur l'écran. Je le trouve de bien meilleure qualité qu'avant. En tout cas, de ce que j'ai pu connaître sur les DMPA 6 et le DMPA 8. Bon, parce que c'est quand même un salon où on écoute du matériel, j'ai quand même décidé de retourner faire quelques écoutes. Et cette fois-ci, on passe sur le stand Griffon. Alors c'est un stand assez haut de gamme là, hein. Il y avait deux démonstrations qui s'articulaient sur une base d'électronique commune. Donc pour les électroniques, il y avait un magnifique intégré de la marque Griffon, évidemment le Diablo 333, qui est un intégré juste énorme en fait. C'est un double mono, il doit peser 50 kilos et c'est un appareil qui fait 24 000 euros. Voilà, ça pose certaines bases. Ensuite, pour la source, c'était un Mettner MA31, du costaud également. Et puis pour la ligne secteur, c'était uniquement Griffon, et ça avoisinait les 12 000 euros. Donc, on part sur une base très très solide, hein. Attention. Donc, cette base-là, elle servait à alimenter deux paires d'enceintes différentes. Alors, évidemment, présentées chacune de manière successive. Il y avait une paire de Griffon EOS 5 à 52 000 euros, donc ça rigole pas. Et une paire de Revival Audio Atalante 7 pour un budget plus modeste. Et oui, il en faut pour tout le monde, à 9 390 euros, donc une bagatelle. Donc avant de vous donner mes impressions sur le son, je dois quand même vous signaler que la pièce semblait légèrement rogner le grave en profondeur. Moi, je trouvais qu'il manquait aussi de détails. Voilà. Bon, maintenant, je vais donc
passer aux écoutes. Et concernant les griffons, moi j'ai trouvé ça très correct, une belle spatialisation. J'ai trouvé cependant le médium un peu projeté. Mais bon voilà, hein, c'est une écoute qui était carrée. Moi, ça m'a pas ému, ça m'a pas fait tomber de ma chaîne, surtout compte tenu du prix. Pour ce qui concerne les Atalantes, les Revival Audio, j'ai trouvé ça aéré, mais j'ai pas été scotché par les timbres. Ça m'a pas, encore une fois, j'ai pas eu d'émotion. Donc bon, c'est des bonnes écoutes, mais ça m'a pas fait tomber de ma chaise. Stand BW Marantz Audio Quest. Alors, c'était un stand plutôt très haut de gamme, hein. C'est vrai que le plutôt, on va l'enlever. C'était un stand très haut de gamme. BW exposait les 801 D4 signature. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des enceintes très imposantes, très chères aussi. C'est des enceintes à 55 000 euros. Personnellement, je les trouve très belles, surtout dans cette finition bleue. Elles étaient alimentées par des électroniques Marantz, donc vous pouvez voir deux blocs de puissance Marantz et puis un préampli lecteur réseau Marantz également. Et puis le tout était mis en œuvre avec des câbles AudioQuest. Très honnêtement, dans tout ce câble-là, je pense qu'il n'y a pas un seul câble qui a un prix inférieur à 3 000 euros. C'est vous dire un petit peu le niveau de l'installation, en tout cas sur le montant de l'addition. Pour ce qui concerne le son, alors bon, évidemment, avec une telle débauche de moyens, il n'y a pas vraiment d'accident. C'était très chaleureux, très plein. J'ai trouvé les timbres plutôt jolis. Après, en termes d'image, pour moi, ça manquait un petit peu de dessin, de lisibilité. Ça peut être lié à la pièce, tout simplement. Et puis, bah après, je sais pas. Moi, personnellement, je ne sais pas si le mariage avec Marantz est vraiment extraordinaire. Bon, bref, l'écoute était correcte, mais c'est vrai que par rapport au prix, à l'addition, j'ai pas trouvé ça remarquable, disons-le comme ça. Maintenant, je vais vous emmener sur le stand Meze, qui présentait plusieurs nouveautés. Alors, c'est vrai qu'il y a un focus particulier, ça se voit entre guillemets au panneau hein, qui est sur le stand, sur le Meze Poète, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le 105 Silva qu'on pouvait écouter sur différentes électroniques. Alors, j'ai écouté le Meze Poète sur une électronique que j'ai beaucoup aimé, ça m'a l'air d'être un appareil assez exceptionnel, c'est le Maestro HPA1 de chez Audma, donc c'est un ampli casque, c'est aussi un DAC, ça a l'air vraiment d'être de haut niveau. Hein. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de cet appareil, mais plutôt des casques. J'ai trouvé l'écoute du Meze Poète plutôt intéressante. La scène sonore est pas très large, hein. C'est assez compact, c'est très intimiste. Par contre, le focus m'a l'air d'être vraiment fait sur la musicalité, sur le timbre, c'est assez dense. Par contre, voilà, c'est pas la technicité qui est mise en avant avec ce modèle. Après, du côté du 105 Silva, j'ai retrouvé une écoute assez timbrée. Je pense que le focus est aussi mis là-dessus. Ça m'a l'air d'être très musical. À voir dans des conditions plus acceptables ce que ça pourrait donner. Mais globalement, je trouve que les deux casques sont plutôt intéressants. Maintenant, on va se diriger vers une salle dans laquelle j'ai adoré l'écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça fait partie de mes coups de cœur du salon. C'est la pièce où étaient présentés les panneaux diptyques, c'est donc des planar speakers comme ils les appellent, donc ça utilise une technologie isodynamique. Et c'était mis en œuvre avec des électroniques B-Audio qui marchaient vraiment très bien aussi. B-Audio, moi, ça m'a semblé équilibré, homogène. Et c'est pas une électronique froide, il y a quand même une certaine chaleur, mais c'est pas, c'est pas dans l'excès en fait. Je trouvais ça très maîtrisé dans la sonorité. Pour ce qui concerne les panneaux, j'ai adoré. Je trouve l'écoute ample. Enfin, c'est vraiment des panneaux, donc il y a une transparence, une rapidité, une image sonore qui est super agréable, c'est super ample, c'est super net, c'est super défini. Il y a beaucoup de super, mais moi j'ai adoré. Donc c'est super finalement. Et puis détail qui est très important, c'est que ces panneaux, ils sont capables de faire du grave. Donc j'ai demandé à la personne, justement c'était une personne de B-Audio qui faisait faire les écoutes et qui était très sympa. Et donc apparemment ces panneaux peuvent descendre aux alentours de 40 Hz.
ce qui n'est pas rien, donc il y avait vraiment une sensation de grave. Moi j'ai trouvé l'écoute homogène, très maîtrisée, et puis surtout, je sais pas, il y a eu ce petit truc en plus qui m'a fait avoir l'émotion, et clairement, hein, si vous avez l'espace pour les loger, alors elles existent, enfin ces panneaux existent en plusieurs finitions différentes, hein, on n'est pas obligé de les avoir dans cette couleur. Je suis pas très fan, hein, mais c'est clairement quelque chose à aller écouter. J'ai adoré. Sur le stand Jefferson, on pouvait écouter donc les enceintes et le système Goldmoon, donc des enceintes actives de chez Goldmoon qui ont c'est un design particulier, hein, mais en tout cas ça tranche. Goldmoon, c'est Goldmoon. On écoutait donc ces enceintes sur un préampli DAC lecteur réseau de chez Goldmoon, et puis j'aperçois sur la photo un conditionneur secteur de chez Plixir. Donc on a vraiment un bon système. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est la démonstration la plus maîtrisée de tout le salon. Il n'y a rien à dire, tout était en place, super équilibre, une image parfaitement précise, cohérente, belle transparence, j'ai trouvé ça extrêmement bien, voilà, j'ai rien de plus à dire. Bravo pour la mise en œuvre, et puis surtout, waouh, super les électroniques et les enceintes Goldmoon. Sur le stand Live Horn, j'ai pu écouter les enceintes Orion à 18 900 €. Alors, c'est des enceintes actives, 3 voix, 4 haut-parleurs, filtrage numérique à phase linéaire, courbe de réponse programmable. Ouais, bref, si vous voulez avoir d'autres infos techniques, il vaut mieux aller se rendre sur le site directement de Live Horn. En tout cas, pour avoir écouté le concepteur de ces enceintes, c'est quelqu'un qui aime avoir la main sur toute la chaîne de fabrication. C'est lui qui fabrique notamment toutes les bénisteries de ces enceintes. Et c'est un bien beau travail, hein. On sent que le monsieur maîtrise le bois. Alors il nous a dit qu'il faisait des meubles également, mais on va se concentrer sur les enceintes. Encore un coup de cœur pendant ce salon, j'ai trouvé l'écoute hyper intéressante, hyper impressionnante au niveau du grave. Je crois que c'est le grave le plus impressionnant que j'ai écouté dans tout ce salon. Très tenu, très maîtrisé, beaucoup de détails, beaucoup de puissance, de réactivité. Vraiment forte impression. J'ai trouvé que les différents registres étaient très bien séparés, beaucoup d'aération entre les différents registres. Évidemment, il y avait les contraintes de la pièce. D'ailleurs, à ce propos, il avait même calibré ses enceintes pour essayer de les faire sonner le mieux possible dans la pièce, et c'était plutôt réussi. Il y avait un bel effet de relief aussi à l'écoute, ce qui n'était pas le cas sur beaucoup de stands, donc ça a souligné une bien belle écoute. Moi, il me manquerait peut-être un petit peu plus de timbre, mais ça, je pense que ça peut se régler en travaillant la mise en œuvre, parce que là, elle m'a semblé relativement sommaire tout de même. Bon, désolé monsieur Livehorn, j'ai un petit souci avec les droits d'auteur, donc je peux pas laisser l'extrait musical nu comme ça. Il est en fond, en espérant que ça passe. J'espère que vous arriverez à détecter quand même les qualités de ces enceintes, parce qu'elles n'en manquent pas. Et puis, voilà, en espérant que ce petit extrait soit quand même instructif. Voilà, à tout à l'heure pour la suite, il y en a d'autres. Sur le stand Texart, on pouvait écouter les tas de micros. Moi, je suis arrivé à la fin de la démo, donc je pourrais rien vous en dire. Mais par contre, j'ai pu écouter les Fisher & Fisher, les SL70. C'est les toutes petites enceintes là que vous voyez là. C'est les micros à côté des tas de micros, parce que celles-là, elles sont vraiment micros. Et pour vous dire, pour moi, c'est à peu près le gabarit d'une enceinte PC. Donc visualisez un petit peu. C'est des enceintes qui sont en ardoise, hyper bien finies. C'est des enceintes qui sont hyper rigides, hyper denses. Et à l'écoute, moi je les ai trouvées extrêmement impressionnantes. Pour vous dire, c'est peut-être l'écoute la plus impressionnante que j'ai fait dans le salon, compte tenu des dimensions de cette enceinte. La pièce était grande, volumineuse, et pourtant, elles sont arrivées à remplir totalement la pièce avec un niveau de grave satisfaisant. D'ailleurs, c'est des enceintes qui sont capables de faire du grave. Alors évidemment, on va pas aller dans les tréfonds, c'est normal. Avec une image sonore précise, un certain relief, et puis je les ai trouvées tonalement plutôt équilibrées. Évidemment, il y avait les problématiques d'acoustique liées à la salle, liées à la taille, mais pour moi, c'est un grand coup de cœur, et très très impressionné surtout par ce qu'elles sont capables de faire à leur échelle. Malheureusement, j'ai un petit problème avec les captations audio. YouTube détecte donc la musique et m'embête avec les droits d'auteur. Donc je vous mets la musique en arrière-plan en espérant que ça puisse passer et que ça me donne quand même une idée.
vais le refaire 2-3 fois. Bon, voilà, c'est comme ça. Désolé. À présent, je vous emmène vers mon coup de cœur musical, mon coup de cœur du salon. C'est le stand où on pouvait écouter les enceintes E-Audio associées aux électroniques Luxman. On va dire que ces enceintes sont encore plus belles à l'écoute que visuellement. Et pourtant, elles sont déjà très jolies. Moi, j'ai pu écouter les Icon 12, celles qui ont le pavillon sur la photo. Et puis, elles sont à côté des Fricks que je trouve magnifiques. Vraiment, je les trouve très très jolies, les Fricks, mais malheureusement, j'ai pas pu les écouter. Les Icon 12 associés aux électroniques Luxman, j'ai trouvé ça magnifique d'ampleur, magnifique de naturel dans les transitoires. J'ai trouvé ça magnifiquement timbré, c'était vraiment sublime à ce niveau-là. Alors évidemment, après, il y avait les contraintes de pièces qui faisaient que on perdait un petit peu sur le relief, mais de ce que j'ai pu écouter, de ce que j'ai pu ressentir en termes de potentiel, c'est vraiment une paire d'enceintes qui m'a beaucoup plu. À cela, il faut aussi ajouter le fait que sur le grave, sur ce qu'elles étaient capables d'émettre dans cette région-là, j'ai eu la sensation que ça descendait bas et que c'était tout à fait cohérent avec le reste du spectre. Donc réellement, une enceinte que j'ai envie de réécouter de nouveau et qui pour moi constitue réellement le coup de cœur de ce salon. Je vous ai parlé de coups de cœur lors de ce salon, mais j'ai aussi eu des coups de peur, comme je le disais dans l'introduction. Et effectivement, il y a des stands qui ne m'ont pas retenu, et des stands qui m'ont même fait fuir. Alors, sans méchanceté, hein, parce que évidemment, il y a la mise en œuvre, il y a les pièces, il y a plein de choses. Mais bon, je vais un petit peu vous parler de ça en allant assez vite. Mais voilà, le stand d'Ali avec les électroniques Atoll, de base, je suis pas fan de ce que propose Atoll et je suis pas resté parce que j'ai pas trouvé l'écoute intéressante. J'ai pas senti de qualité particulière à aucun des étages, si je puis dire, des étages, pardon, si je puis dire. Il y avait aussi le stand Musical Fidélité accompagné des enceintes Vienna Acoustics. Pareil, une écoute qui ne m'a pas retenu. J'ai pas trouvé ça intéressant. Beaucoup de matériel, beaucoup de débauche, de moyens pour au final quelque chose que j'ai pas trouvé intéressant sur aucun des plans. C'était pas catastrophique, tout comme Atoll et Dali, mais vraiment sans intérêt pour moi. Après, il y a eu l'écoute des Wilson Audio avec les amplis d'Anne D'Agostino. C'est pas l'idée que je me fais de la hi-fi, enfin, c'est hyper rentre dedans, ça cogne. Alors c'était cool, on a fait une belle démo sur Rammstein, ouais, c'est super. Et pourtant j'aime bien le métal, hein, mais c'est pas, j'aime les choses plus fines. J'ai également arpenté les allées de Klipsch, où on a pu écouter des enceintes énormes avec des électroniques assez costaudes pour driver ça. C'était extrêmement fort, extrêmement agressif. Très honnêtement, c'était une douleur pour moi. Je suis parti assez rapidement. Et puis, je suis passé par le stand où étaient exposées les enceintes Borsen. Alors, excusez pour l'accent, sur sur des électroniques plutôt haut de gamme, CH Précision, Matrix. Bon, ça sonne pas ça. Enfin, c'est pas beau dans les timbres, c'est agressif, peut-être la pièce. Mais après, quelque part, tout le monde est soumis aux mêmes contraintes à cet endroit. Vraiment, ça n'a pas été possible pour moi. Je suis parti très rapidement. Je rouvre la parenthèse des écoutes qui ne m'ont pas plu pour vous parler d'une marque qui me tient à cœur. Alors comme vous pouvez le voir, c'est JMR. C'est la nouvelle colonne de JMR, l'Oralis, qui était présentée en exclusivité lors de ce dernier salon de la haute fidélité à la Défense. Alors moi, je suis un grand amateur de la marque. Je possède 2 paires de JMR chez moi. Et je sais à quel point, sur les modèles haut de gamme, il est compliqué de les mettre en œuvre. Voilà. Donc voilà, je prends vraiment ça en compte pour vous parler de ce que j'ai entendu. Donc,
Ces enceintes étaient mises en œuvre avec des électroniques 3D Lab. Je connais aussi les électroniques 3D Lab. J'en ai possédé, je ne les ai pas gardées euh, parce que ça ne m'a pas plu. Et donc, je prends aussi ça en considération. Moi, ce que j'ai entendu lors de ce salon, j'ai entendu quelque chose de très brouillon. J'ai pas entendu d'impact dans le grave, ça se mélangeait en fait. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que c'était très brouillon. Je pense qu'il serait intéressant de les réécouter avec une mise en œuvre plus aboutie. Mais là, en l'état, je n'ai pas du tout aimé, malheureusement. Dans l'open space des vinyles, on pouvait aussi croiser le stand Sennheiser qui proposait différents casques, d'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un casque qui va bientôt sortir, un casque sans fil. Un casque sans fil, mais sans perte. D'après Sennheiser, grâce à un protocole sans fil, vous pouvez voir cette petite clé, le BTD 700, qui, avec ça, branché sur son téléphone, promet une écoute sans perte et sans fil. Alors, l'HDB 630, moi, je l'ai chaussé, je l'ai écouté un petit peu. D'une part, la réduction de bruit semble bien fonctionner. Après, j'étais pas dans les conditions les plus bruyantes du monde, mais j'ai trouvé la qualité très intéressante et réellement très au-dessus de ce que j'ai pu entendre avec le Momentum à l'époque. Moins caricatural, moins dans le grave, moins dans l'exagération, beaucoup plus équilibré. Pareil, je l'ai comparé à mon Sony, mon XM3, et j'ai trouvé ça beaucoup plus fin, beaucoup plus équilibré, pareil, et puis surtout beaucoup plus défini dans sa présentation de l'image. J'ai trouvé les timbres vraiment sympas. Après, c'est quelque chose à creuser. Et puis surtout, le placement des différents éléments dans l'image sonore est beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Le grave, le grave est beaucoup plus contrôlé. Bref, il m'a vraiment fait forte impression. Je pense qu'on peut commencer à arriver dans ce moment où on se dit que le casque Bluetooth qu'on utilise dehors peut vraiment être apprécié avec plaisir pour une écoute sérieuse chez soi. À voir, en tout cas pour moi, il y a un vrai potentiel. Sur le stand hédoniste, j'ai pu écouter les casques Soltanus, et notamment le tout dernier avec les finitions bois. Je l'ai écouté derrière un intégré pour enceinte Soul Note qui était branché sur un électriseur, un adaptateur Soltanus qui permet justement d'écouter des casques électrostatiques, mais pas que, des casques aussi normaux, des isodynamiques, des électrodynamiques sur ce type d'appareil. Donc si vous avez une belle installation enceinte et que vous voulez vous mettre au casque, ça peut être une très bonne solution. L'appareil s'appelle le Driver Unit MK2 et pour quelqu'un comme moi, ça serait vraiment quelque chose à considérer. La source était un Sforzato accompagné de sa cloque. Qu'est-ce que j'ai pensé du casque? J'ai trouvé que c'était donc c'est un électrostatique. J'ai trouvé que c'était assez surprenant parce que c'est un électrostatique qui sait faire du grave. On peut écouter tout type de musique et même de l'électro. C'est un casque qui est rapide, qui est très équilibré, très transparent. Il y a beaucoup de détails. Bref, ça marche bien. Chez Casquette Phone, alors là, il y avait beaucoup de choses. C'est très dense. Je vais essayer de vous parler de tout, de ne pas oublier. J'ai écouté des choses qui m'ont beaucoup plu. Mon coup de cœur, casque du salon, en tout cas casque filaire du salon, c'est le Stax SR007S, le tout dernier Stax. C'est un casque qui est, c'est un électrostatique. C'est hyper bien timbré, c'est fluide, c'est très raffiné dans l'aigu. Et en même temps, c'est un casque qui sait faire du grave. Et pour Artstax, c'est vachement bien en fait, et ça ouvre maintenant de nouvelles perspectives vers justement cette restitution électrostatique qui était très raffinée, très belle, mais qui malheureusement manquait de polyvalence à cause de ce manque de grave. Mais ça y est, c'est résolu. Ça y est, on passe sur une autre génération. Il y avait aussi le RAL Imanis. Alors ça, c'est un casque un peu particulier qui a besoin d'un adaptateur. Vous voyez l'impédanceur RAL Ribbon, qui a besoin donc d'être branché sur un ampli pour pouvoir y connecter le casque. Je l'ai écouté sur plusieurs amplis, dont le Caliste Améthyste, un ampli à 14 000 €, mais qui est réellement magnifique. C'est un ampli que je trouve magnifique. Enfin, c'est d'une cohérence, c'est d'une richesse au niveau des timbres.
C'est sublime, et avec le rallye Manisse, ça marchait très bien. Le rallye était bien tenu dans le grave, très aéré, très bien timbré, une écoute fluide, que je dirais plutôt très organique. Pour ceux qui connaissent le Susvara première génération, on est clairement dans l'évolution de cette écoute. Une très belle écoute, vraiment. Et voilà, bah ça y est, c'est terminé. C'est terminé pour cette édition du Salon de la Haute Fidélité 2025. Alors qui pour ma part fut riche en rencontres et en découvertes. J'ai trouvé l'ambiance vraiment détendue, vraiment cool. Enfin, c'était propice à la découverte, aux rencontres, aux discussions. C'était un salon pour justement écouter, mais c'était aussi un salon pour échanger entre passionnés. Les locaux étaient vraiment agréables, la vue sur Paris était magnifique. Franchement, bravo aux organisateurs, bravo aux exposants, en espérant que ça se renouvelle l'année prochaine et qu'on puisse faire de nouveau de très belles découvertes, comme ce fut le cas pour moi. Je vous reparle pas de tout ça, vous l'avez dans le contenu de la vidéo. Pour ma part, moi je vais vous quitter. Je vous laisse sur cette magnifique vue de Paris. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos.